Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à votre émission Géopresse, une émission qui s'intéresse essentiellement sur les questions liées à la problématique de la gouvernance et de la gestion de l'État. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur deux sujets qui défraient la chronique en République démocratique du Congo. Le premier, c'est le drame humain dû aux pluies diluviennes qui se sont abattues à Kinshasa dans la nuit du lundi au mardi 13 décembre 2022. Ces pluies ont provoqué des inondations qui ont causé la mort de plus d'une centaine de personnes et d'énormes dégâts. 3 jours de deuil national ont été décrétés et de mesures d'urgence ont été prises par le gouvernement congolais pour faire face à cette situation. Le deuxième point, c'est les sommets États-Unis-Afrique qui s'est tenu à Washington, capitale de la première puissance mondiale. Ces sommets a réuni le chef d'État américain Joe Biden et d'autres dirigeants africains dont le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mesdames et messieurs, voilà les différents sujets qui feront l'objet de cette émission que j'ai le réel plaisir de vous présenter. Je ne serai pas seul pour aborder ces sujets. Je reçois des journalistes. J'ai à ma droite Dieudonné Boinali, journaliste au groupe de presse Géopolis Forum, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Jojo Moulamba, bonsoir à mon co-débatteur Fiston Leko que j'aime bien, bonsoir aussi à tous nos téléspectateurs. Bonsoir Fiston Leko, vous avez été salué par Dieudonné Boinali, il a dit qu'il vous aime bien, moi aussi je dois le dire, aimons-nous vivants. Bonsoir Fiston Leko, journaliste au groupe de presse Géopolis Forum. Bonsoir Jojo Moulamba, bonsoir monsieur Dieudonné Boinali. Les téléspectateurs vont m'excuser, je suis habitué à appeler monsieur Dieudonné. Moi aussi je vous aime bien, c'est un plaisir toujours de partager ce plateau avec vous. Merci beaucoup. Comme on dit toujours, l'amour, c'est notre seul carburant de vie. Aimons-nous vivants, partageons l'amour. Nous allons commencer cette émission, mais avant tout, je m'en vais à adresser au nom de l'équipe de Géopresse de vives condoléances et exprimer toute la compassion aux familles familles éplorées, aux familles qui ont été touchées par le pluie diluvienne. Beaucoup de personnes sont mortes et c'est triste pour la nation. Et courage à tous ceux qui ont perdu leurs proches. Nous commençons cette émission, Dieudonné Boinali, 120 morts selon le bilan provisoire de pluies torrentielles qui se sont abattues à Kinshasa. Selon les autorités, les victimes se comptent dans différents quartiers et communes de la ville de Kinshasa, notamment de vallons où des habitations ont été détruites par des gisements de terrain. Comment réagissez-vous face à ces drames ? Permettez-moi d'abord aussi de présenter mes condoléances à toutes les familles éplorées et aussi aux premiers citoyens de la République, Félix Antoine Tshisekedi, là où il se trouve à Washington. C'est lui notre président, c'est lui le père de la nation. Quand la nation est endeuillée, cela veut dire que nous tous, nous sommes concernés par ces deuils. Nous pensons que des mesures idoines ont été prises pour éviter pareille situation, bien que c'est une catastrophe naturelle, un cas de force majeure qu'on ne saurait pas attribuer au gouvernement de la République. Je pense que toutes les dispositions ont été prises pour éloigner les populations du danger, surtout tirer les caniveaux, les rivières, et puis détruire certaines constructions anarchiques. 120 morts, c'est beaucoup. Même s'il y avait seulement un mort, c'est toujours beaucoup. Dans une famille, quand vous perdez même une personne, vous pleurez toujours. Mais quand c'est 120 personnes, vous pleurez encore davantage. Le pays est toute la semaine en deuil. Si ce n'est pas Kishiché, c'est Matadikibala. Voilà. Si ce n'est pas Matadikibala, c'est Kasangulu. Si ce n'est pas Kasangulu, on parle de l'arène en vrac qui est touché avec les érosions dues aux dernières pluies diluviennes. Je pense que c'est une responsabilité partagée entre l'État comme personne morale et l'État comme personne physique, c'est-à-dire nous, la population. Il y a des endroits non édificants, comme le disent bien les juristes, c'est-à-dire
ce sont des endroits très dangereux. Vous ne pouvez pas y aller parce que vous êtes ingénieur pour y ériger une maison, pour y ériger une bâtisse, construire une maison en étage. Ce sont des endroits dangereux. Pour construire, il faut recevoir tous les documents, toutes les autorisations nécessaires et il faut au préalable avoir mené des études sur l'état du sol, l'état de la dénivellation, les chutes d'eau, comment vous allez canaliser les eaux de vos toitures. Donc, il y a beaucoup de paramètres pour construire dans ces genres d'endroits. Nous allons revenir sur cet aspect, la construction de maisons de manière anarchique dans la ville de Kinshasa. C'est vraiment une préoccupation aujourd'hui pour le gouvernement congolais, puisqu'il faut vraiment mettre fin à cette situation. C'est la cause de plusieurs situations désastreuses dans le pays. Fiston Oleko, vous avez aussi le même sentiment de tristesse? Oui, l'abondance ne nuit pas. Laissez-moi aussi présenter mes condoléances le plus attristées à toutes les familles qui ont connu leurs proches avec des vies fauchées. Et ça fait très mal dans des situations pareilles qu'on se retrouve dans des deuils qui sont aussi évitables. Nous sommes vraiment, tous les Congolais sont touchés au plus profond de leurs âmes, au plus profond de mon âme personnellement, face à cette situation. Moi, je dirais que le premier sentiment que j'ai, c'est comme l'a dit Dieudonné Bonali, c'est vraiment une irresponsabilité. Ça pose même la question sur quel est l'homme congolais, qu'est-ce que nous voulons de notre environnement naturel que Dieu nous a gracieusement donné, qu'est-ce que nous voulons en faire. C'est-à-dire, ce sont des questions même existentielles. Et ça relève aussi que nous sommes incapables de gérer l'espace, comme je l'ai dit ici, Dieu nous a donné. Et voilà, donc ça c'est vraiment triste de constater ces genres de drames. Et évitable, il faut les souligner, parce qu'il y a possibilité d'éviter ces genres de drames. Si vous analysez bien, vous allez comprendre que nous avons eu des types de dégâts. Non, dans les dégâts humains et les dégâts matériels. Oui. Si vous voyez les dégâts matériels, vous allez comprendre que nous avons eu aussi là des types de catastrophes. Il y a une inondation, mais aussi des écroulements, des glissements de terrain, érosion en fait. Si vous voyez même, on peut pas être aussi catégorique ou beaucoup plus regardant que ça, dire que c'est une question atypique ou seulement pour les Congos, ça arrive dans tout le pays, mais c'est là où l'intelligence humaine se manifeste. Oui. Quelle est votre capacité à répondre ou à prévenir ces genres de dégâts, à anticiper même ces genres de dégâts. C'est là où nous avons failli. Oui. Parce que si vous voyez les deux types de catastrophes qu'on a eu, glissement de terrain ou érosion et inondation, il y a eu beaucoup plus de morts dans les glissements de terrain et inondations. C'est là où notre responsabilité en tant qu'humain se pose avec acuité. Oui, c'est là où la responsabilité se pose avec acuité. Nous allons aborder aussi cet aspect. Mais Dieudonné Bonali, est-ce que vous considérez aussi comme le président de la République qui a déclaré que depuis les États-Unis, ces inondations, ces pluies diluviennes sont causées par le réchauffement climatique aussi? Oui, c'est dû au réchauffement climatique. Moi qui vous parle, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu une pluie diluvienne d'une telle ampleur et qui a causé autant de dégâts. Et si vous regardez bien les images d'illustration, vous allez voir que il y a même des endroits à Kinshasa qui n'ont jamais été inondés, mais qui ont été touchés par ces inondations, ces pluies diluviennes. Mais cela, on ne peut pas attribuer cette situation seulement au réchauffement climatique. Il y a aussi un problème, Fiston Oleko l'a dit tout à l'heure, nous avons des problèmes de gestion de l'espace que Dieu nous a donné. Parce que Dieu, en donnant la nature, la terre à l'homme, Dieu nous avait demandé de la soumettre et de la dominer. Mais aujourd'hui, quand vous constatez tous ces dégâts, c'est là prouve à suffisance que nous ne sommes pas parvenus où nous ne sommes pas en mesure, nous Congolais, de dominer notre nature, notre terre que Dieu nous a donnée, les 2 345 km². Parce que ce genre de situation de catastrophe, c'était prévisible. Il est toujours déconseillé de construire en hauteur. Surtout, c'est une route comme la route nationale numéro 1, qui a une longueur de plus de 3800 km, qui va des Bananes jusqu'à
à Sakania, mais il y a seulement une partie 800 mètres au niveau de Kassangoulou, la sortie de Kinshasa vers le Kassangoulou pour aller au Congo central. Il y a 800 mètres qui a été cassé ou coupé, et avec une profondeur de plus ou moins 40 mètres. Et dans les deux versants, le long de la route, vous trouvez des habitations, des constructions anarchiques. Et quand il y a eu éboulement de terre, et l'eau s'effrayant les chemins, et la boue, et une partie de la terre a atteint même les habitations. Et avec la force de la nature, ça détruit les maisons, et les gens ont été surpris. Les gens ont été surpris dans leur profond sommeil, parce que la pluie avait commencé autour de 22h30, 23h30. À ces heures-là, certains Quinois sont déjà au lit. Les gens ont été surpris en plein sommeil à voir la maison déjà inondée. Et en ce moment-là, que faire? Vous avez des enfants, vous avez votre femme, les membres de la famille, des biens de valeur à sauver. Qui sauvait les premiers? C'est pour cela qu'il y a eu mort d'homme. C'est pour cela que nous en appelons à la responsabilité de tous et de chacun. On doit prendre à bras le corps ces problèmes. On ne doit pas les laisser seulement à l'État. L'État, en fait, c'est nous-mêmes. C'est l'ensemble de nous tous que nous appelons à l'État. Qui forme l'État, c'est un tout formé par nous tous, les habitants. Oui. Donc nous devons prendre ces problèmes à bras le corps, les résoudre ensemble, trouver des solutions pour que demain cette route ne puisse pas être coupée, parce que c'est une route d'intérêt économique. Très important. Si on ne la réhabilite pas dans une semaine, nous sommes déjà à la veille des festivités de fin d'année, les produits des premières nécessités qui nous viennent à partir du port international de Matadi, les produits importés, vont prendre l'ascenseur, à cela ajouter les produits du terroir que nous aimons bien, et surtout il y a des matières périssables. Moi j'ai fait un tour là-bas à Matadi Kibala, j'ai vu les soldes de certaines marchandises comme l'ananas, la tomate, les bananes plantains, les bananes, et en tout cas tous les produits qui proviennent du Congo central. Les commerçants ont soldé, ils ont vendu ça à vil prix, au rabais, en deçà même du prix des revient, des prix normaux appliqués par ces exploitants agricoles. Oui, et c'est ce qui n'est pas bien. C'est un peu dur pour ces mamans et ces commerçantes qui font des navettes Kinshasa Matadi. Oui, c'est vraiment un coup dur pour les commerçants, pour le pays en général, mais il faut que le Congolais puisse prendre vraiment la responsabilité. Il faut souligner aussi l'Afrique du Sud a connu les mêmes problèmes, l'Angola aussi. Oui, oui. Même si nous les Congolais, nous sommes toujours premiers à donner la mauvaise image de notre pays à l'extérieur, tout le monde a filmé son avenue inondée, tout le monde a filmé sa maison inondée, mais quand le gouvernement a commencé à travailler, à réhabiliter la route nationale numéro 1, à jeter des moellons sur ces trous béants pour les remplir, afin de rouvrir de nouveau la voie. Personne ne filme pour montrer qu'en un temps record, on a pu ouvrir même une bande pour permettre aux piétons, aux motos, aux petites voitures de passer. C'est ce qui est regrettable. Oui, c'est toujours des champions à donner des leçons et à diffuser de mauvaises images du pays. On ne tient pas compte des autres aspects. Mais fiston, l'écho, vous l'avez dit, depuis plusieurs années, les inondations, les éboulements de terrain et maisons sont devenus vraiment une actualité, d'une triste banalité durant la saison de pluie en RDC. Et malgré même la résurgence de ces catastrophes, l'autorité étatique est toujours dans la réaction face à chaque nouvelle catastrophe, comme si ces catastrophes étaient une fatalité. Pourtant, il ne s'agit pas d'une fatalité. Elles ne sont pas imprévisibles car les causes sont connues. Pour la plupart d'entre elles, c'est l'intensité des pluies diluviennes, l'urbanisation désordonnée de nos villes, l'insuffisance de caniveaux, les défauts de curage, des caniveaux inexistants, les rejets des ordures dans les rivières et l'utilisation des sachets en plastique. Les causes sont là, mais on n'anticipe pas. Vous avez parlé de la responsabilité. Est-ce qu'elle est vraiment partagée? Oui, vous savez, j'ai aimé beaucoup votre question parce que ça porte aussi les germes des réponses, les éléments des réponses, bien évidemment, parce que faut qu'on se le dise. Voilà pourquoi j'ai entamé
alors, lorsque je répondais à votre première question, à dire que c'est vraiment une défaillance humaine vraiment du Congolais en général. Quand je parle du Congolais, je vois aussi bien les dirigeants que les dirigés. Comment expliquer dans des sites qui visiblement, même celui qui n'a pas fait de longues études en architecture comprendra que, ou en géographie, comprendra que ces sites vraiment, on ne peut pas vraiment lotir. Mais vous allez comprendre que ces gens-là qui vivent en Mongafula sur des ravins, ils ont quand même des documents de l'État. L'État autorise et ils achètent. L'État autorise et ils achètent et ils construisent des maisons, poussent comme des champignons. Et c'est par après qu'on dit qu'on va revenir à la loi, démolir. Est-ce qu'on tient compte aussi quand même du coût sociétal ou du coût économique si ces gens-là investissent? L'État, c'est aussi l'organisation. L'État, c'est aussi la régulation en amont et non en aval. Aujourd'hui, on salue le caractère ou l'attitude humaniste ou humaine du gouvernement qui parle du deuil national. C'est même hier, vendredi, que ce deuil a pris fin. On salue, on voit aussi que l'État a pris en charge les obsèques. Mais écoutez, on parle là des vies humaines. Voilà encore un autre problème, une autre problématique. Aujourd'hui, on ne sait pas combien de personnes sont mortes, combien de personnes officiellement, sont on parle de 120. Et parmi les CD, il y a des diplômés. On insiste sur le caractère provisoire de ce bilan. Là, il ne faut pas qu'on oublie. Donc, les chiffres exacts, c'est-à-dire que nous sommes un peuple qui, visiblement, nous sommes comme si nous sommes en voie de disparition. C'est très fort, mais excusez-moi de le dire. On a atteint un degré d'inconscience très élevé. Nous sommes vraiment, que ce soit dirigés, Congolais lambda et élite, nous sommes vraiment dans une bouillabaisse qui ne s'explique pas. Bon, parlons de l'État. L'État, c'est l'aménagement. L'État, c'est le lotissement. L'État, c'est tout ça qui forme l'État. Quand on marche sur une route, on voit des parcelles. Ça, ce sont des populations. Quand on est sur la voie publique, voilà pourquoi on appelle ça même la voie publique. C'est ça l'État. C'est l'État qui trace. C'est l'État qui accorde aux gens les espaces pour habitation, les espaces pour les marchés. Pas plus tard ici. Pour cultiver tout ça. Pour cultiver, voilà, tout ça. Pas plus tard qu'hier ici, nous avons assisté à un événement. L'accident de Matadi Kibala. L'accident de Matadi Kibala. D'abord, on ne peut pas construire sous les passages des lignes de haute tension, mais quand même on a érigé en dessous du passage des lignes de haute tension. Il y a un mot technique qu'on utilise là. Le servitude. Le servitude, voilà, c'est ça même le terme. On a construit, c'est comme si cela ne suffisait pas, on érige tout un marché à forte activité humaine, à forte activité. Il n'y a même pas de caniveaux pour canaliser les eaux, et les eaux stagnantes ont fait que les câbles qui est tombé dessus, donc ce sont des morts inévitables. L'État interdit après ces drames, mais les gens sont revenus et l'État ne dit encore rien. Voilà pourquoi on parle de l'État. L'État, c'est les régulateurs, la coercition. Quand le peuple ou les citoyens ne respectent pas, l'État vient avec le fouet, l'État travaille et avec le car et avec la carotte. Et il ne doit pas se fatiguer d'administrer les fouets, d'administrer les sanctions. Un papa dans la maison, monsieur Dieudonné Bonel a donné cette image ici d'un papa à la maison. Tu ne peux pas te fatiguer d'éduquer ton enfant parce qu'il est dans des égarements. Ça, c'est impossible. Ça, c'est au niveau de l'État. Au niveau de nous, Congolais, moi, je ne sais pas. C'est compliqué. On voit même quand nous sommes dans les rues ou sur nos routes, vous voyez quelqu'un à bord d'un D107, il finit de boire son jus et il jette gracieusement sa bouteille sur la voie publique. Et puis il te dit Ndeko. Donc nous sommes un peuple qui est habitué à l'irresponsabilité. C'est-à-dire que ce qu'il lui-même peut faire, il jette ça à l'inconnu. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre viendra l'enlever. Voilà pourquoi même vous allez voir peut-être dans des bus Transco, il se permet d'entrer dans le bus Transco et dire qu'il est à l'État. Donc il peut se permettre n'importe quoi, il peut même casser. Il peut même pas payer. Il dit qu'il est à l'État. Il a oublié que les Transco, c'est l'amortissement, les Transco, c'est les carburants, c'est aussi les agents. Oui. L'argent ne viendra pas du ciel, c'est nous qui allons financer cela. Donc les responsabilités sont totalement partagées. Quand on parle par exemple de lotissement ou d'aménagement, mais toi aussi, étant qu'homme, tu veux avoir une maison où tu vas mettre ta famille, tes enfants, ta femme,
quand même, tu ne peux pas aussi analyser, mais ici, vraiment, est-ce que je serai en sécurité? Donc, tout cela... En cas de pluie, en cas de pluie, d'érosion, des tremblements. Des tremblements de En terre. cas d'éboulement. Vraiment, tout ça. Donc, c'est-à-dire, nous tous, l'ensemble, les Congolais, nous sommes dans une, je ne sais pas comment l'appeler, une mythe des cavernes ou quoi. C'est compliqué. C'est compliqué. Il faut vraiment Oui. repenser l'homme congolais dans son ensemble. Parce que cette question révèle vraiment beaucoup de défaillances, beaucoup de failles que nous connaissons dans ce pays. Oui, il faut repenser l'homme congolais. On dit même que le développement d'un pays passe avant tout par le développement de la mentalité du peuple qui l'habite. Donc le Congolais doit vraiment tenir compte de cet aspect de choses. Mais il faut repenser l'homme congolais, mais il y a aussi de ceux qui pensent qu'il faut repenser la ville de Kinshasa après le pluie. On peut d'ailleurs constater que dans l'ancienne ville construite par le colon, il n'y avait pas de décès car la ville avait été bien pensée lorsqu'il y avait de pluie. Et il existe même des plans directeurs. Il y a un décret d'urbanisme qui a été mis en place depuis. Mais aujourd'hui, jusque-là, la loi sur la politique nationale d'aménagement qui traîne encore dans les tiroirs de l'Assemblée nationale. Et dans l'autre partie de la ville, il n'y a pas de plan d'urbanisme. Rien ne prévu pour la collecte d'eau diluvienne. Et pour même la protection contre le cru, rien ne prévu contre les érosions. Est-ce qu'il faut repenser la ville de Kinshasa, Dieudonné Boinali? Bon, avoir de nouvelles prospections. C'est une bonne solution, mais je pense qu'elle n'est pas suffisante et nécessaire. Pourquoi? Kinshasa n'est pas le Congo. On peut repenser... On prend le cas de Kinshasa. C'est là où il y a eu le drame, c'est là où il y a eu catastrophe. À Kinshasa, il y a plus ou moins 12 millions d'habitants. Et dans l'ensemble du Congo, on parle de 80 à 100 millions d'habitants, selon les estimations. Nous attendons le recensement général de la population qui arrive pour avoir la certitude sur le nombre exact de la population. Mais revenons sur le cas Kinshasa. Kinshasa n'est qu'une province parmi les 26. Si on repense aussi Kinshasa, moi je pense qu'on n'aura rien résolu. Même les projets d'extension de la ville vers Maluku, de construction d'une nouvelle ville, Kintoko et tout ça. Moi, je pense que c'est une solution... La maquette, là, on ne voit plus aussi de Kitoko. C'est une solution insuffisante. Moi, je suis adepte de la municipalisation accélérée. Je vais emprunter les termes au président Denis Sassou Nguesso. Lui, il avait pensé, au lieu de repenser la vie de Brazzaville, la capitale, Brazzaville la verte, donc lui, il a pensé à la municipalisation accélérée de toutes les provinces du Congo-Brazzaville. Donc moi, je suis pour cette option-là. Parce que ça va permettre au gouvernement de stopper l'exode rural. Nous ne pouvons ignorer que dans les Congo profond, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau potable. Nous tous, nous savons ce que notre population consomme comme eau potable. Il n'y a pas de routes de dessert agricole dignes de ce nom. Il n'y a pas de routes qui réunissent les provinces d'abord entre elles. Toutes les routes que nous avons, c'est Kinshasa vers Matadi, la capitale vers Matadi, vers les centres d'exportation. Mais est-ce qu'il y a une route du Kasaï jusqu'à Mbandaka, une route asphaltée? Il n'y en a pas. Les provinces ne sont pas interconnectées, voilà, là, c'est vrai. Il faut interconnecter les provinces, faire une sorte de municipalisation accélérée du Congo profond, amener en fait la modernité. Voilà pourquoi je soutiens les programmes de développement des 145 territoires. Ce programme-là s'inscrit en fait dans ce que je suis en train d'expliquer ici. Donc il faut accélérer la municipalisation ou la modernisation du Congo profond, les grandes villes. On va d'abord premièrement stopper l'exode rural. Quand vous stoppez l'exode rural, vous allez maintenant commencer à vous occuper des populations vivant dans chaque ville. Et amener maintenant l'application de la loi sur l'urbanisme, interdire les constructions anarchiques, les zones non aedificantes, vous interdisez à la population, ici il ne faut pas construire. C'est comme ça que nous allons repenser la ville de Kinshasa. Si on ajoute d'autres bidonvilles, on construit d'autres cités, on fait l'extension de la ville de Kinshasa, et on aura toujours le même problème. On va augmenter le nombre de la population, ça c'est un. De deux. On a déjà plus de 15 millions d'habitants. On a déjà plus de 15 millions d'habitants.
construire une nouvelle ville. C'est comme si vous demandez aux autres Congolais qui habitent le Congo profond, vous tous venez à Kinshasa. C'est en fait ça les problèmes. Contrôler les mouvements aussi de la population. Mais moi, quand j'étais petit... L'Égypte le fait, le Sénégal le fait. Je ne sais pas pourquoi non, on ne peut pas le faire. Moi, quand j'étais petit... L'Égypte est d'ailleurs plus peuplée que nous. L'Égypte est plus peuplée que nous. Mais est-ce que vous trouvez toute la population de l'Égypte au Caire? Mais non, mais pourquoi tout le monde doit habiter Kinshasa? Moi, je pense qu'il faut mettre en place des mesures incitatives pour pousser les investisseurs à investir aussi dans les Congo profonds. Ouais. L'État lui-même est aussi un investisseur. Il doit investir dans les Congo profonds. Il y a des terres vides. On peut donner du travail aux Congolais, rien qu'en développant le secteur agricole. Ça va absorber beaucoup de la main-d'œuvre active que nous avons, beaucoup de diplômés de chômeurs que nous avons. Ça va stopper l'exode rural. Tout le monde ne peut pas venir à Kinshasa. C'est quand tout le monde vient à Kinshasa, tout le monde se dit, j'ai économisé, j'ai un peu 2000, 3000 dollars, 5000 dollars, je dois m'acheter un lopin de terre. Mais ici au centre-ville, tous les terrains sont presque achetés. Même certains terrains de football, on commence à les vendre. Il n'y a plus de terrains dans les centres-villes. Maintenant, c'est ce qui pousse maintenant la population à aller construire, acheter dans la périphérie. Et dans toute la périphérie de Kinshasa, vous trouvez des collines, des zones non édificantes. Donc, on ne peut pas construire des maisons là-bas. C'est comme Mitendi. Il y a des zones aussi marécageuses. Maintenant, actuellement, si vous allez en Sélé, plus précisément à Kinkole, vous allez trouver même dans les zones marécageuses, même tout près de l'aéroport. Les gens sont en train de construire. Mais c'est le lit du fleuve Congo. Quand il y a débordement des eaux du fleuve Congo, avec les différents affluents du fleuve Congo qui alimentent les grands et majestueux fleuves Congo, il y a des débordements jusqu'à Kingabwa. Mais l'eau arrive au niveau des habitations. C'est pour vous dire qu'on ne peut plus continuer à faire l'extension de Kinshasa vers les zones non édificantes, vers les collines. Et surtout que ce sont les pauvres qui vont acheter là-bas. J'aurais bien voulu que les riches achètent des lopins de terre dans ces zones, comme on a vu à Pigeon. Ce sont les riches qui ont acheté à Pigeon. Ils ont construit, ils ont canalisé les eaux de pluie. L'État est venu, il a drainé les eaux. On a placé les antennes là-bas. C'est pour cela qu'on voit quand il pleut, il n'y a pas de problème à Delvaux. Mais si c'était des pauvres fonctionnaires qui avaient acheté à Delvaux, mais les antennes qu'on a érigées là-bas, elles allaient tomber sur les têtes des gens. Ça allait tomber sur les têtes. Il y a des zones là où on ne peut pas construire. Pour y construire, il faut appeler des spécialistes et aussi il faut avoir des moyens. Tu ne peux pas aller sur la route nationale numéro 1 parce que tu achètes un peu 2000, 3000 dollars. Tu achètes un lopin de terre, tu construis un hangar, tu ne canalises pas l'eau des pluies, et puis ça tombe sur la chaussée, et nous avons des problèmes que nous avons. Et puis je souligne ceci. Oui, bon, on va revenir. La route là où c'était passé. On va revenir de donner bonne. C'était pas prévu pour ériger des habitations. Ça, c'est vraiment très dommage. Mais, Fiston Leko, il ne faut pas repenser la vie de Kinshasa, comme le dit. J'ai dit qu'il faut repenser, mais ce n'est pas une solution suffisante et nécessaire. Je suis d'accord. Il y a d'autres solutions. Je suis d'accord avec M. Dieudonné Bonali de dire qu'il faut repenser non seulement Kinshasa, mais tous les Congos, c'est important. Mais ce qui se passe dans la ville de Kinshasa, c'est vraiment déplorable. Quand vous voyez Kinshasa, quand on parle de la ville de Kinshasa, c'est un mégalopole qui a une superficie de 9000 km. Mais combien de kilomètres carrés? Mais combien de kilomètres carrés sont habités? Il n'y a que quelques 2000. Donc les 7000 sont restés comme ça. Donc moi je pense qu'il faut repenser la ville de Kinshasa, c'est très important. Repenser en vrai. Par exemple, si vous voyez par exemple les vues de dessus de Paris, vous voyez que non, c'est la pensée humaine qui est là. Les routes, les ruelles. Tout est tracé. Tout est tracé. Il y a une certaine logique. Oui. Aujourd'hui, par exemple, à Kinkole ou à Antele, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas l'État qui... Normalement, l'État doit passer avant en traçant. Là où on peut trouver des routes, là où on veut faire des caniveaux, là où on peut trouver un terrain de football pour les jeunes, là où on peut avoir des églises, là où on peut avoir des marchés. Tout ça là sont pensés ou est pensé par l'État, par les gouvernants, justement. Mais chez nous, c'est d'abord les individus et les chefs coutumiers qui viennent, lotis, et l'État vient après. Pour les cadastres.
souvent l'État aussi ne vient pas. Moi, je me rappelle dans en 2009 ou 2008, quand avec des amis très jeunes, j'allais à Kinkole, la route là qui mène vers le port, là où il y a des pêcheurs, c'était très bien parce qu'il n'y avait pas vraiment une forte affluence des gens. Mais aujourd'hui, cela a changé. Mais il faut voir qu'est-ce qu'est devenue cette route. C'est la boue, il y a les véhicules sont bourbes. Là, la route est devenue pratiquement impraticable. On ne peut pas aller à pied ou soit en véhicule du boulevard dans les eaux. Alors que 10 ans, 11 ans, cela était possible. C'est-à-dire que à un moment donné, moi je me dis, nous les Congolais, nous ne sommes pas favorables à la modernité, si on peut le dire comme ça. On prend la modernité d'une seule partie, mais de l'autre partie, on ne prend pas. Surtout côté assainissement, côté aménagement du territoire, parce qu'aujourd'hui, les Congos, on a eu quand même cette géniale idée de rendre le service d'aménagement du territoire, tout un ministère, c'était justement pour gérer ces genres de choses. La ville de Kinshasa doit être repensée. C'est plus de 80% de la ville qui est inhabitée, qui est comme ça dans les verts. Il faut exploiter. Pourquoi pas exploiter? C'est là. Comment on peut l'exploiter? D'abord, sur ces Maluku, par exemple, c'est la plus grande commune que nous avons ici à Kinshasa. Il y a aussi de l'eau de ce côté-là, le fleuve Congo. On peut repenser un marché, on peut repenser des grands ports, une ville même. Une ville. On peut déplacer même tous les camps militaires, les universités, toutes les institutions, on les déplace vers Maluku. Les militaires, la grande muette, comment est-ce qu'elle est exposée avec par exemple le camp Kokolo? Est-ce que vraiment... Camp Kabila, voilà encore, camp Kabila. Est-ce que vraiment les militaires doivent habiter dans des conditions pareilles, avec tout le monde? Il n'y a même plus le respect entre un civil la promiscuité. Les militaires, c'est quelqu'un du champ, c'est quelqu'un quelqu'un qu'on ne voit pas tous les temps. On ne voit pas tous les temps, mais ici, un militaire peut même déposer son arme. Là, il part chercher un peu de son cigarette et puis il revient. Donc, nous devons repenser cette ville, c'est très important. Pourquoi pas amener certaines institutions dans les espaces verts? Parce qu'on peut dire, oui, il y a des espaces ou des territoires non édifiés, qu'on dit à Kinshasa, par exemple, dans côté Ntélé, Maluku, mais il y a aussi des espaces qui sont plats et on peut vraiment ériger des villes bien pensées. On ne dit pas qu'il y ait seulement des gratte-ciel, non, mais quand même, on sent que l'État est passé par ici. Donc il faut une route, oui. Il y a des caniveaux, tout bien tracé. Tout est bien tracé, bien planifié. Mais pourquoi pas? C'est possible de le faire au Congo, mais nous sommes habitués à des projets à court terme. Je l'ai déjà dit ici sur ce plateau. Nous sommes habitués à des projets à court terme pour faire la propagande politique, mais pour vraiment penser des projets à long terme qui permettra même à un régime prochain de venir continuer sur ça au nom de la continuité de l'État. Là, on n'est pas encore fort. Voilà pourquoi on a 5 sentiers, on passe. Résolution de la mobilité, on passe. Aujourd'hui, nous avons Chile Gelou, 100 jours. Tous à Kintoko, Kin City, donc oui, on ne comprend pas, nous sommes Fiston l'écho, il faut Dieudonné Bonal, il faut repenser la ville de Kinshasa. Cela éviterait au pays aussi certaines catastrophes. C'est vrai, les catastrophes sont naturelles, ça peut arriver comme ça se passe sous d'autres cieux, mais on peut prévenir, on peut anticiper cela. Nous, c'en est fini pour ces premiers sujets. On passe au deuxième point et qui concerne les sommets USA-Afrique qui s'est tenu au début de cette semaine à Washington. Une délégation congolaise était présente à ces sommets. Plusieurs activités ont été organisées. Il y a eu la signature du protocole d'accord entre le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le vice-premier ministre des Affaires étrangères congolais Christophe Lutundula, le ministre des Affaires étrangères de la Zambie Stanley Kakubo pour le développement d'une chaîne de valeur de matières premières. Il y a eu également une conférence sur le climat, l'adaptation, la conservation de la biodiversité et la transition énergétique. Une autre activité, c'était le renforcement de la coopération bilatérale entre l'USA et la RDC. Dieudonné Bonali, vous avez suivi cette actualité. La Zambie, les États-Unis et la RDC ont signé un protocole d'accord pour développer une chaîne de valeur de matières premières, ce qui conduira à la mise en place d'une industrie de fabrication de batteries électriques. Encore, comment trouvez-vous la signature de cet accord?
Bon, j'ai relevé d'abord deux choses. Il y a eu un sommet, dans un sommet, c'est-à-dire, on nous a parlé d'abord du sommet États-Unis d'Amérique et Afrique, mais au cours de ce sommet, il y a eu la tripartite États-Unis d'Amérique, la République démocratique du Congo et la Zambie. Pourquoi? Vous êtes sans ignorer qu'il y a une guerre économique, qui ne dit pas son mot, entre les pays de l'oncle Sam et la Chine. Cette guerre économique pousse les deux, si je peux les appeler les belligérants, à extérioriser, les deux protagonistes, à extérioriser en fait les conflits vers l'Afrique et pour le contrôle des matières premières, des ressources naturelles et principalement les métaux de base dont disposent ces deux pays. Il y a les cuivres, les cobaltes principalement. Les deux pays, la Zambie et la République démocratique du Congo réunis, représentent au moins 2,5 millions tonnes de cuivre. C'est énorme. Et quand vous prenez la production de la République démocratique du Congo, rien que pour la période de janvier, la République démocratique du Congo, de janvier à décembre 2021, la RDC a exporté pour 1,798 millions de tonnes de cuivre. Ce chiffre a augmenté de 12,3% par rapport à l'an 2020. C'est pour vous dire que c'est énorme. Et les États-Unis cherchent à contrôler ces métaux de base et qui participent à certains alliages spéciaux pour la fabrication, par exemple, des satellites. Vous avez les batteries électriques. L'industrie automobile va petit à petit vers l'abandon des énergies fossiles vers l'énergie verte. Et la République démocratique du Congo étant les deuxièmes poumons forestiers du monde, dont nous disposons de beaucoup de réserves en ce qui concerne l'hydrogène vert, nous disposons de beaucoup de cours d'eau pour la production de l'électricité. C'est pour cela qu'on parle du développement du Grand Inga, allant de Inga 2 qui a été inachevé jusqu'à Inga 8 avec Fossesco Metal Group, avec sa filiale qui est déjà ici installée en République démocratique du Congo. C'est pour vous dire que les États-Unis, en tant que première puissance aussi économique au niveau de l'Amérique, et deuxième au monde après la Chine, ne veut pas abandonner les coffres forts qu'est la République démocratique du Congo, les coffres forts des matières premières à la seule Chine. Parce que si la Chine arrivait à mettre sa main 100% sur le minerai de la République démocratique du Congo, c'est comme si on coupait les vivres aux États-Unis. Et vous savez que les États-Unis sont en conflit avec d'autres pays du monde qui produisent ces mêmes matières premières. Les États-Unis ne vont pas mettre facilement la main sur les cuivres du Chili. Et les pétroles de certains pays arabes, ça vous le savez. Il faut aller là où vous avez des bonnes relations, là où l'industrie n'est pas encore développée, et chercher des débouchés pour l'industrie américaine, les multinationales américaines. C'est pour cela qu'il y a une signature de cet accord. Oui. Nous espérons que ça sera bénéfique pour les trois États, que ce soit pour les États-Unis, la RDC et la Zambie, que nous ne serions pas seulement un pays d'exportation des minerais bruts. Nous voulons que les multinationales américaines puissent s'installer en République démocratique du Congo et en Zambie. Parce que nous aurons comme avantage, ça va produire de l'emploi pour les Congolais. Oui, Dieudonné Bonali, oui. Il y aura des investissements dans le secteur de l'énergie. Voilà. Il y aura vraiment il y aura de bénéfices. Et que ces contrats soient aussi win-win. Oui, voilà. Il y aura vraiment de bénéfices. Est-ce que le coquet peut tirer comme bénéfice la République démocratique du Congo à travers la signature de ces protocoles, d'accord? Oui, merci beaucoup Jojo Moulamba pour cette deuxième thématique. D'abord, il faut dire que comme l'a soulevé Dieudonné Bonali, le monde aujourd'hui
avec cette guerre de l'Ukraine, il y a vraiment la redistribution des cartes. Nous avons vu la Russie qui s'est déployée déjà au Mali, Centrafrique, et continue avec cette guerre de se déployer. Dernièrement, on a vu son ministre des Affaires étrangères venir jusqu'ici au Congo-Brazzaville. Il a été en Ouganda, ce qui a fait même remuer un peu les États-Unis pour envoyer son Anthony Blinken, qui est passé ici à République démocratique du Congo pour 2 jours, et puis il est passé au Rwanda. Les États-Unis aujourd'hui veulent reprendre la main sur l'Afrique parce que il faut dire que le 4 ans que Donald Trump a passé à la tête des États-Unis, il a vraiment fait fi, il a vraiment carrément ignoré l'Afrique. C'est ce qui explique même le fait que cet écart qu'il y a eu entre le premier sommet Afrique-États-Unis qui a été organisé par Barack Obama et celui-ci, parce que vous savez, Joe Biden est de l'obédience de Barack Obama, des démocrates, ils ont un peu la même politique. C'est-à-dire que Trump a fait un peu fi de l'Afrique, mais Joe Biden veut vraiment renouer avec l'Afrique, avec des investissements et être présent, encore que, comme une fois de plus, comme a dit M. Dieudonné, le monde aujourd'hui bascule vers les énergies propres pour quitter un peu les énergies fossiles. Donc les États-Unis revient encore à cette Afrique qui est aujourd'hui, depuis longtemps d'ailleurs, depuis l'époque des caoutchoucs, EVA et les ivoires, une forme de réservoir pour le monde, une forme de là où on vient. Je pense pas que c'est pas avec la même politique comme à cette époque. J'en arrive parce que ici il faut dire que la responsabilité est d'abord nous Africains, parce que la RDC, et on a vu, il y a cette volonté là de pouvoir développer une chaîne des valeurs des matières premières qui entrent dans la fabrication de matières des batteries électriques pour les véhicules électriques qui seront l'industrie, l'économie du présent et de demain. Donc la RDC va tirer bénéfice parce qu'on parle de ces marchés-là va constituer une somme de 40 000 milliards de dollars américains d'ici 2030. Donc la RDC va vraiment tirer profit. D'ici 2050, on parle de 4 000 milliards. D'ici 2050, on parle de 8 000 milliards. Donc ça dit c'est énorme. La RDC va tirer l'épingle du jeu. Voilà pourquoi il a coalisé même avec la Zambie, parce que la RDC et la Zambie, par exemple, dans la c'est la même ceinture du copperbet, le cuivre et du cobalt et autres minéraux. Avec le cobalt, ça forme 70% de la réserve mondiale. Donc la RDC, voilà pourquoi il y a eu même signature. La RDC a signé avec la Zambie en alliance face aux États-Unis. Donc c'était et ça, maintenant c'est la RDC et la Zambie de pouvoir voir clair et tirer bénéfice de cela, qu'on ne soit pas comme ça a été le cas dans les passés, parce qu'il faut dire que les matières premières de l'Afrique ont toujours servi les bénéfices ou au profit du monde extérieur. Mais cette fois-là, il y a une volonté que ces matières-là puissent bénéficier aux Africains, particulièrement aux Congolais. Parce que on parle des cobalts, bien évidemment, mais on parle aussi des lithium, cette matière première qui entre aussi dans cette grande industrie qui s'ouvre dans le monde. Donc c'est à la RDC, c'est aux Africains de savoir réellement ce qu'ils veulent. C'est très important parce que on a assisté par exemple à la révolution, par exemple à l'industrie du pétrole. Jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique ne fait que produire, envoyer les bruts à l'étranger. On a parlé par exemple avec la révolution de la technologie, de l'information, de la communication. Les colombo-tantales, les tantales partent comme ça en brut. Et aujourd'hui, on parle de cobalt. Aujourd'hui, on parle des cuivres. Les cuivres qui est une matière qu'on utilisait depuis longtemps pour d'autres fins, les câbles et tout. Mais aujourd'hui, ça revient encore en vue avec les batteries et les véhicules électriques. Donc, c'est aux Congolais, c'est aux Africains de pouvoir savoir ce qu'ils veulent, leur objectif réellement, et l'exprimer clairement pour qu'on nous prenne un peu au sérieux et que les choses vont au bénéfice justement de l'Afrique, et pour parler de notre cas, de la République démocratique du Congo. Dieudonné Boinali, le président a également participé à la conférence sur la lutte contre le changement climatique avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Plusieurs présidents africains et l'envoyé même spécial des États-Unis pour les climats John Kerry étaient présents
à ces sommets. Dans son discours, le président congolais a souligné l'urgence même de l'enjeu climatique, la place centrale de la RDC dans la stratégie mondiale de lutte contre le réchauffement et la transition énergétique. Mais jusque-là, le pays, la RDC qui est victime de réchauffement climatique, ne bénéficie pas de l'appui ou de l'assistance de pays pollueurs. Or, si dans plusieurs conférences qui se sont organisées dans le monde, ces pays-là, le pays le plus développé avait pris l'engagement de le réaliser. Mais il n'y a encore rien. Est-ce la RDC peut continuer à espérer une assistance de ces pays-là, puisque jusque-là, les engagements ne sont pas respectés? Bon, permettez-moi d'abord de dire que les États-Unis sont de retour au Congo et ils entrent par la grande porte. Ça fait longtemps qu'ils avaient abandonné le Congo aux Chinois. Souvenez-vous que la première bombe qui a été larguée à Nagasaki et à Hiroshima a été fabriquée à partir de l'uranium provenant de Shinkolobwe. Donc c'est une ressource naturelle de la République démocratique du Congo. Et depuis l'exploitation, depuis cet exploit scientifique et technologique, les États-Unis se sont toujours désintéressés un peu du Congo en le laissant à d'autres pays comme la Chine. Et avec la course vers la transition énergétique, ajouter à cela la guerre à l'Ukraine, les États sont à la recherche de nouvelles sources d'approvisionnement des matières premières pour leur industrie. Et la République démocratique de la Zambie dispose beaucoup de minéraux dont certains sont stratégiques. On les croit citer quelques-uns. Vous avez les cuivres, le lithium, l'uranium, les coltans et l'or. Et nous avons aussi du pétrole qu'on a découvert dans la cuvette centrale. Même au niveau du lac Albert, du côté de l'Ouganda, déjà, on pompe déjà le pétrole. Bon, en ce qui concerne les réchauffements climatiques, l'Occident, c'est les plus grands pollueurs. Nous en subissons. Mais malheureusement, on nous demande, à nous, les pays qui disposons de grandes forêts, comme le Brésil, la République démocratique du Congo, de ne pas couper les bois. Mais ces grands pays pollueurs ne font pas de calculs pour chercher à savoir combien le secteur forestier contribue au budget de l'État en République démocratique du Congo. Si vous nous demandez de ne pas couper les bois, alors donnez-nous les solutions de rechange. Nous avons une population qui est en majorité rurale, qui vit de la coupe du bois, qui vit de la production de la braise, qui vit de l'agriculture, de la chasse et de la cueillette au XXIe siècle. Ces populations-là ont besoin de solutions de rechange. Voilà pourquoi le plaidoyer doit continuer. Nous saluons le travail abattu par le gouvernement congolais via la vice-première ministre et ministre de l'Environnement et du Développement durable, F. Bazaïba Massoudi. Elle ne doit pas se fatiguer, même claquer la porte comme l'a fait son homologue du Congo-Brazza lors de la COP27. Elle n'est pas satisfaite des résolutions. Elle a claqué la porte. Oui, il y a des images. Elle avait quitté les sommets bien avant. Je pense que F. Bazaïba doit continuer à faire les plaidoyers, faire beaucoup de bruit et aller dans des différents sommets et forums, défendre la cause du Congo. Nous disposons de 2 tiers des forêts de l'Afrique. Et nous méritons mieux. On doit nous donner beaucoup plus de milliards que ce qu'on a donné à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est un pays désertique. En quoi l'Afrique du Sud contribue à la résolution du problème du réchauffement climatique? Moi, j'ai été avec les confrères Patrick Ilunga en Afrique du Sud lors du forum Indaba en 2018. On a vu l'Afrique du Sud était déjà touchée 20 ans même avant la République démocratique du Congo, en ce qui concerne les problèmes liés au réchauffement climatique. Il y a le problème de délestage d'eau en Afrique du Sud. Les médias occidentaux n'en parlent pas. Mais si c'est la République démocratique, voilà, je condamne c'est cette manière de prendre toujours de mauvaises images du Congo et de les partager à travers le monde. Au Congo, il y a aussi des bonnes choses. En Afrique du Sud, il y a le délestage de l'eau, on n'en parle pas. C'est un pays désertique, mais nous avons été désolés de constater que parmi les premiers pays qui ont bénéficié du fonds vert climat, l'Afrique du Sud.
et des milliards. Mais pas la Mais RDC. pour le Congo et les autres pays d'Afrique, on nous promet 800 millions de là, il dollars faut- à là- 1 milliard de dollars. là, il faut- Et pour les avoir, on Oui, vous oui. dit non, nous allons transformer ces fonds vers le climat les Congolais- en aide au développement. Dieudonné Boanali. C'est là où F. Bazaï Et là, va les dénoncer. Congolais- Nous aussi, les médias, nous dénonçons. On ne doit pas transformer les fonds verts en aide au développement parce que l'aide au développement dit des conditionnalités. Et les institutions de Bretton Woods vont s'en mêler. Non, l'aide au développement ne doit pas servir aux investissements sociaux. Il faut investir dans les secteurs productifs, oui, mais il y a aussi les sociales. Entre l'économie et le social, on ne peut pas dissocier les deux. Les deux vont de pair, Oui, Dieudonné l'économie Boanali. et le social. Mais là, il faut que le Congolais puisse prendre vraiment la Nous responsabilité. saluons l'apport des États-Unis, c'est pour donner un peu un coup de pouce Mais- et faire aussi les plaidoyers des pays non pollueurs que nous sommes pour que nous soyons bien servis et au prorata des forêts que nous disposons. Parce qu'on ne peut pas donner à un pays comme la RDC 800 millions de dollars qui dispose de 2 tiers des forêts d'Afrique et puis vous donner 2 à 5 milliards de dollars à l'Afrique du Sud qui ne dispose pratiquement pas de forêts. Qui ne dispose pas de Et qui forêt. a mais- des centrales nucléaires Fiston- qui polluent l'environnement. Fiston Leko, il y a eu aussi un tête-à-tête entre le président Biden et le président Tshisekedi. La situation sécuritaire a été au menu de de ces tête-à-tête. Mais la RDC a demandé même aux États-Unis de s'impliquer plus fortement que dans la résolution de ces conflits, notamment en prenant des sanctions contre le Rwanda qui soutient le M23. Et la RDC continue à demander, mais les M23 ne cessent pas de s'aimer la désolation dans la partie est du pays. Est-ce que ces sanctions suffisent pour mettre fin à ces atrocités? D'abord, il faut commencer par le commencement. Et qui prendra les sanctions contre qui? Parmi les partenaires stratégiques des États-Unis, on sait Et c'est le Rwanda. En Afrique, et c'est même aujourd'hui, si on peut le dire, le porte-voix des États-Unis en Afrique. C'est compliqué parce que la RDC, nous continuons à pleurnicher, nous continuons à demander à la communauté internationale d'agir en notre faveur. Et on oublie aussi peut-être que le Rwanda aussi fait partie de cette communauté De cette même communauté Mais internationale. en réaction, j'ai suivi Anthony Blinken hier. Qu'est-ce qu'il dit au Rwanda? Nous demandons au Rwanda de pouvoir jouer de son influence pour pouvoir interdire au Rwanda ou soit Ouais, Ouais, 23. 23. oui, pour pouvoir dire au M23 de se retirer. Vous voyez que les discours changent, sont toujours un peu calculés, apaisés, diplomatiques, et on ne sait pas vraiment quoi. Est-ce que les États-Unis jouent au feu, au froid? Donc c'est vraiment compliqué. Mais le président de la République est le premier diplomate de la République démocratique du Congo. Donc il n'est que dans son rôle de pouvoir demander aux États-Unis, parce que nous, avec les États-Unis, nous développons actuellement, il faut le dire aussi, des relations privilégiées stratégiques. C'est important que le président de la République rappelle non seulement aux États-Unis mais aussi au monde que c'est là en termes comme dans le cadre de la solidarité internationale que le monde ait un œil un peu en faveur de la République démocratique du Congo, parce que c'est enfin la RDC qui est agressée par le M23. Mais la solution avec le M23, par ricochet le Rwanda, et on ne le dira jamais assez. Moi, je crois que ces gens-là n'écoutent que la voix de la violence, n'écoutent que la voix de la guerre. Et jusque-là, on suit même. Et imaginez-vous que le M23 arrive même à faire des meetings dans les territoires congolais. Ah, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Le président a dit en cas d'échec de la politique diplomatique, c'est la guerre, c'est l'option guerre qui sera. Normalement, c'est là où nous allons. Vous avez vu récemment ici les chefs d'État et de l'Afrique de l'Est et de la CIRGL dans les mécanismes de Nairobi et celui de Luanda se sont retrouvés pour décider. Ils ont donné même des chronogrammes et aucun timing n'a été respecté par le M23 et il n'y a eu aucune réaction jusque-là de toutes ces organisations-là. Moi, à un moment donné, je me sens un peu perplexe. Je ne sais pas où allons-nous avec ces processus, tous ces processus diplomatiques qui sont enclenchés. Moi, je crois que la RDC doit prendre ses responsabilités en main et agir en tant qu'État. Un État doit aussi apprendre à se faire craindre.
Un État doit apprendre aussi à se faire craindre. La République démocratique du Congo doit prendre effectivement ses responsabilités pour protéger son intégrité territoriale face à l'agression provenant des autres pays voisins, notamment le Rwanda. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour cette émission Géopresse. J'ai dit infiniment merci aux invités de cette émission, Dieudonné Bouanali et Fiston Leko, tous deux journalistes au groupe de presse Géopolis Phare, et aussi à l'équipe technique qui a assuré la réalisation de cette émission. Un grand merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs de Géopolis TV. Retrouvons-nous à la prochaine avec le même plaisir et restez branchés sur Géopolis TV. L'information continue sur www.geopolismagazine.net et son compte YouTube Géopolis TV. Merci.